Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. L'école est-elle prête à faire sa révolution numérique alors que la technologie et l'intelligence artificielle s'imposent comme les nouveaux outils du siècle? Alors, quels sont les défis pour l'enseignement? On en parle dans la première partie de notre émission. Les athlètes de l'info, c'est le nouveau programme de Bibliothèques sans frontières. Sa directrice des opérations viendra nous expliquer en quoi cette opération consiste justement. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Emma Ferret fera la lumière sur l'idée de submersion migratoire, propos du Premier ministre, évidemment, qui agite la société depuis une semaine. Mais tout de suite, place à l'actu avec Emma Ferret. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec un numéro, le 49.3. Et chose prévue, chose due, le Premier ministre François Bayrou a dégainé le 49.3 pour faire passer son budget, celui de l'État, mais aussi la première partie du projet de sécurité sociale. Il invoque ainsi la paralysie provoquée par la chute de son prédécesseur, Michel Barnier. Un temps de latence qui aurait déjà coûté beaucoup d'argent à l'État. Selon les calculs de la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, cette absence de texte sur les EHPAD et sur les hôpitaux aurait déjà coûté près de 175 € par Français. Alors en utilisant cet article 49.3 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement et il se dirige vers le vote ou non d'une censure dans 2 jours, donc prévu ce mercredi. Et pour le moment, ce sont les réactions du Parti socialiste et du Rassemblement national qui sont guettées. Oui, ce sont les 2 partis dont la réaction était attendue. Un dilemme finalement tranché par les socialistes qui se sont prononcés contre la censure cet après-midi, notamment après avoir obtenu des concessions comme la surtaxe exceptionnelle des grandes entreprises ou le maintien des 4000 postes menacés dans l'éducation. Un positionnement qui ne plaira pas chez LFI. En témoigne ce week-end la réaction d'Alma Dufour, députée NFP-LFI de Seine-Maritime. Une mise en garde était de rigueur à l'encontre du groupe PS. S'ils décident de soutenir un gouvernement qui laisse passer les plans sociaux comme on regarde passer les trains, qui est incapable de prévoir le déficit de la France, qui va encore une fois assécher l'éducation nationale, l'hôpital, alors qu'il y a 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences chaque année. Voilà, bref, qui laisse notre pays s'effondrer encore plus dans une période en plus internationale compliquée. Oui, à un moment donné, c'est pas de gaieté de cœur. Moi, j'ai aussi été élue grâce à des socialistes sur ma circonscription. Donc vraiment, moi, à titre personnel, mon intérêt personnel n'est pas que ça explose. Mais je dois le dire qu'à un moment donné, la priorité, c'est la clarté du projet qu'on a pour les Françaises et les Français. Et quant au Rassemblement national, s'ils avaient voté la motion contre Michel Barnier, qu'en sera-t-il pour François Bayrou? Réponse à suivre mercredi. Et pendant ces tractations politiques, le président de la République était lui en déplacement à Colmar ce week-end. Il y a énoncé une proposition. Et ça risque de ne pas plaire à tous les élèves. Emmanuel Macron est revenu sur la question du temps de vacances. Il répondait à un collégien. On l'écoute. La question qu'on peut se poser pour nos enfants, c'est de savoir s'il ne faut pas un peu revoir les vacances pour pouvoir décontrindre un peu les semaines pour mieux apprendre. Il y a autant de vacances, par exemple en Espagne, et plutôt les emplois du temps sont beaucoup plus allégés. Il y a beaucoup de pays qui partent en vacances, par exemple, qu'à partir du 14 juillet, l'été. C'est vrai qu'on a des vacances qui sont très longues l'été, ce qui fait d'ailleurs pour les enfants qui ne sont pas accompagnés forcément dans leur famille, ils vont perdre souvent du niveau scolaire. On a rajouté des vacances même par rapport au temps où moi j'étais à ton âge, il y a des vacances en plus. Anna Toussaint, c'est plus long, à Pâques, c'est plus long que quand j'étais jeune. Le temps de vacances scolaires en question, c'était déjà ce qu'avait évoqué Elisabeth Borne le 14 janvier dernier, lorsqu'elle avait annoncé une grande concertation sur le temps scolaire, prévoyant une réforme d'ici à l'été 2026. Alors pour Sophie Vénétité, le secrétaire général du SNES-FSU, c'est un classique pour le président. Emmanuel Macron aujourd'hui nous ressort l'idée des vacances scolaires. C'est pas une surprise, il le fait à chaque fois qu'il a besoin de faire diversion et de parler d'autre chose que des sujets urgents de l'école. Parler des vacances quand l'école s'effondre, c'est quand même très facile. On commence malheureusement à en avoir l'habitude. Voilà, pour ce qui est du temps de vacances scolaires, je vous propose de jeter un œil à cette carte dévoilée par Le Parisien, où l'on constate que les élèves français se situent dans la moyenne basse, avec 8 semaines de vacances l'été, contre 11 en Espagne ou au Portugal pour le primaire, et jusqu'à 14 en Italie pour le secondaire. Alors seule l'Allemagne est plus sévère, avec 6 semaines de congés estivaux. Des jeunes qui délaisseront peut-être plus tard ces vacances pour réaliser un service civique. Oui, mais voilà, là aussi, les questions de rigueur budgétaire. Et oui, souvent utilisé comme une première expérience professionnelle, le service civique voit également son budget raboté. C'est la décision du ministère des Comptes publics pour les contrats à compter de ce 1er février. Une décision que les associations ont appris il y a seulement quelques jours. C'est le cas d'Alexandre Cabral de l'Île aux Fruits dans la Somme. Il regrette ce choix et l'explique au micro de Jeanne Dossé.
Au-delà de nous, c'est surtout pour ces personnes-là qui comptaient sur ces services civiques. Et si ça s'arrête d'un coup, sans autre option, sans autre projet, pour les jeunes, c'est véritablement regrettable. Une décision qui concerne des milliers de jeunes en France et autant d'associations et de petites entreprises. Alors pour une rémunération de 620 € par mois, ils étaient près de 140 000 jeunes à avoir fait l'expérience du service civique en 2022. On termine par cette opération crèche morte organisée aujourd'hui par la Fédération française des entreprises de crèche. Oui, la fédération principale accompagnée des services à la personne de proximité ainsi que d'autres acteurs du service privé de la petite enfance. Il dénonce le caractère irréaliste de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée consistant à renforcer l'encadrement des crèches privées à but lucratif. On nous demande de trouver 40% de professionnels qui n'existent pas, a déploré la vice-présidente de la Fédération française des entreprises de crèche. Alors, pour rappel, cette décision, elle avait eu lieu après les révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre Les Ogres. Merci beaucoup Emma. Alors que l'IA et le numérique sont en train de transformer nos pratiques et nous poussent vers une 4e révolution industrielle, l'école prend-elle la mesure de ces nouveaux outils et surtout, sait-elle s'en servir? On en parle tout de suite avec nos invités. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau ce soir Yasmine Bonneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste éducation numérique sur la vie en ligne des enfants, des adolescentes et adolescents et des dangers d'Internet. Car oui, il y en a des dangers aussi sur Internet. Également Jean-Marc Merriot qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la mission laïque française. On va parler évidemment révolution numérique. Quoi qu'elle a déjà bien commencé cette révolution numérique. On n'est plus qu'au début. Mais surtout intelligence artificielle. Et évidemment, on se pose cette question. Yasmine Bonneau, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien. Vous menez un travail de terrain avec les élèves, un travail lent, enfin lent dans le sens de profond, qui est sur la durée, sur la longueur. Comment réagissent-ils lorsqu'on leur parle d'intelligence artificielle? Alors déjà, ils sont très intéressés et très tôt. J'interviens notamment chez les collégiens et lycéens. Et ça, c'est dès que vous parlez de l'IA, c'est un sujet qui les passionne. Le constat de terrain aujourd'hui, c'est de s'apercevoir que l'IA, alors ils l'ont complètement intégré, ChatGPT, MyAI sur Snap et autres plateformes numériques, donc ils l'ont intégré. Mais en même temps, on a des élèves qui ne savent pas l'utiliser et qui disent que ça ne marche pas. Donc on rencontre des élèves qui ne savent pas faire des prompts. D'une demande, voilà, ils ne savent pas, ils n'y arrivent pas, donc du coup ils ne croient pas en l'IA. Et nous avons d'autres élèves qui vont l'utiliser régulièrement à l'insu du monde des adultes. Alors ce qui est génial, c'est qu'on ne se serait pas posé cette question dans ce sens-là. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir et qui doivent se dire comment ça, ils ne croient pas en l'IA? Mais c'est nous qui ne devons pas croire en l'IA, en fait. C'est la question qu'on devrait inverser. Déjà, on vous parliez effectivement de ChatGPT. La première IA utilisée par les jeunes, c'est pas ChatGPT quand même, c'est Snapchat. Il faut le rappeler. Peut-être un petit mot là-dessus, Jean-Marc. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de plateformes qui sont amenées à pouvoir proposer un certain nombre de modules de l'IA. L'IA est partout, donc aujourd'hui, Snapchat, en particulier en France, est un des réseaux sociaux les plus utilisés. Donc et chacun a été amené à utiliser des algorithmes qui reposent sur l'adaptive learning. Et donc dans ce contexte-là, Snapchat, compte tenu de sa part de marché, est un des acteurs principaux en Europe en particulier. Peut-être que pour ceux qui nous regardent, ceux qui ne connaissent pas Snapchat ni l'intelligence artificielle de manière générale, pour comprendre en quoi, sur Snapchat, qui est un réseau qui pourrait s'apparenter à WhatsApp, c'est-à-dire juste de discussion, on y a intégré de l'IA. Parce qu'à un moment donné, tout ça, ça doit permettre aussi de pouvoir créer, en tout cas accompagner chaque utilisateur à travers de la prédiction, à travers des parcours qu'on est amené à leur offrir. La question derrière tout ça, c'est quand même des algorithmes et c'est la capacité à pouvoir gérer la multitude de données. L'IA a une capacité à pouvoir apprendre en permanence des données telles qu'elles peuvent circuler sur ces réseaux sociaux. Donc bien évidemment, les réseaux sociaux ont été amenés à utiliser aussi massivement l'IA pour permettre d'offrir des contenus plus adaptés à l'ensemble des usagers. Donc c'est aussi toute cette question-là derrière, c'est l'accès
au contenu, l'accès à des contenus et à faire que tout ça puisse se rencontrer et en tout cas puisse faire que chacun y trouve aussi une satisfaction. Si on y associe les contenus, enfin les termes algorithmes et IA, ce qu'on a beaucoup fait quand on a parlé de Parcoursup, est-ce que c'est pas aussi ça qui peut terrifier les élèves en disant ah bon, mais alors vous nous avez dit pendant des années que Parcoursup c'était une cata parce que c'est un algorithme, et là tout d'un coup le fait que c'est un algorithme c'est positif parce que c'est de l'IA. Je sais, c'est torturé, mais on en est dedans. Hein. C'est les questions qu'on se pose. Mais on peut se poser la question, effectivement. En fin de compte, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que l'IA est bénéfique aujourd'hui, l'IA telle que proposée aujourd'hui pour les jeunes. Il y a de l'IA, effectivement, partout. Je reviens sur ces chatbots virtuels, ces assistants virtuels, puisque c'est comme ça qu'ils se présentent, notamment sur Snap. Effectivement, ils proposent aux jeunes de multiples services, de converser avec eux, de faire leurs devoirs, de les conseiller, etc., etc. Donc, après, on a effectivement d'autres algorithmes d'IA qui sont effectivement mis sur Parcoursup. Donc, c'est pas nouveau, en fait. Non. C'est pas nouveau. Du tout. Du tout. C'est pas nouveau. Après, il y a algorithme et algorithme. Excusez-moi, parce que sur Parcoursup, vous n'avez pas d'algorithme avec de l'IA. C'est juste un algorithme. D'accord ? Donc, la question de l'IA, c'est un algorithme bien spécifique qui sont les algorithmes qui permettent d'apprendre, en fin de compte, des données telles que vous les laissez. Voilà. Donc, cette question-là, elle est différente sur Parcoursup parce que sur Parcoursup, vous n'avez pas d'IA derrière l'algorithme de Parcoursup. C'est un algorithme voilà, qui repose sur ce qu'on appelle des algorithmes qui sont là pour pouvoir, en fin de compte, associer des personnes à une formation. Voilà. Et donc, c'est un peu différent de ce qu'on vit avec l'IA aujourd'hui. Alors, oui. Mais là où je vais raccrocher Parcoursup, par exemple, c'est la demande, par exemple, de l'aide de motivation. Ah oui. Demandée. Aujourd'hui, vous avez bien sûr beaucoup de jeunes se saisissent de ChatGPT ou autres, hein, parce que c'est pas la seule plateforme en fin de compte. Il y en a beaucoup. Il suffit de regarder sur l'Apple Store. Et là, vous avez des tas de propositions de plateformes numériques qui sont là pour résoudre vos problèmes en mathématiques, pour résoudre vos problèmes en français, etc. Mais donc, sur Parcoursup, reprenons cet exemple. Oui. Effectivement, la question se pose, est-ce que les lettres de motivation sont rédigées par les élèves ou par un assistant virtuel ? Que fait-on de tout cela, en fin de compte, aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'on se pose un peu moins la question, effectivement, avant la terminale, on se la pose davantage après, lorsqu'on est dans les études supérieures. Et c'est vrai que la plupart des universitaires disent non, mais attendez, n'essayez pas, parce que de toute façon, on saura que c'est de l'IA. Est-ce que c'est vrai déjà, 1 ? 2, est-ce que les devoirs rendus à la maison, du coup, vont être de moins en moins possibles, de moins en moins proposés, et on va tester plutôt les élèves à l'école, du fait d'avoir peur de cette IA chez soi. Comment ça va se passer les futures semaines, si je puis dire, ou mois ou années à venir des élèves ? Et, par exemple, il y a une tendance aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut renforcer l'oral. Parce que l'oral, en fin de compte, quand vous avez un oral, vous n'êtes pas confronté et vous n'avez pas la capacité de pouvoir aller chercher des informations ou en tout cas construire à travers des plateformes d'IA. Et donc là, non plus. Excusez-moi, mais un devoir sur table qui se ferait à l'école ou dans non, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est d'accord sur les devoirs sur table, mais il y a quand même une partie des enseignements qui se passe ce qu'on appelle le contrôle continu dans beaucoup d'enseignements. Voilà, et même dans l'enseignement supérieur. Donc oui, sur les devoirs sur table, on peut encore continuer à séquencer. Mais attendez, c'est important ce que vous dites, parce que ça joue sur la note du brevet et ça joue sur la note du bac. Ça veut dire qu'à l'avenir, la note du contrôle continu va a priori s'abaisser en pourcentage à cause justement de cette possibilité d'utilisation de l'IA. Je ne pense pas que ça se posera dans ces termes-là, parce qu'aujourd'hui, la question, c'est que vous avez encore des enseignements, voilà, en tout cas des devoirs sur table, ce qu'on appelle les devoirs sur table plus traditionnels. Mais par exemple, c'est pour ça que je reprends aussi la question de l'oral, sur la place de l'oral dans l'ensemble des différents diplômes qui sont amenés à être passés. Cette question-là, demain, elle pourra peut-être prendre aussi une part différente, parce que voilà, ça demandera aussi le développement d'autres compétences, ça demandera la capacité à pouvoir faire que vous puissiez vous-même être dans une posture qui vous permettra de développer d'autres compétences que celles qui sont développées aujourd'hui. Oui, moi, mais pour compléter, j'ajouterais qu'en fin de compte, la question c'est
peut-être qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les élèves qui ont accès à l'IA. Que fait-on aujourd'hui? On réfléchit encore? On se pose la question de savoir est-ce que oui ou non on introduit l'IA? Est-ce que oui ou non les élèves ont le droit de l'utiliser? On en est à ces questionnements. Pendant ce temps-là, la technologie avance et de toute façon, ils s'en servent. C'est déjà le constat de terrain. Ils s'en servent. La question, c'est est-ce qu'on ne doit pas aider aujourd'hui les élèves à bien s'en servir? Et non pas, sinon, si on laisse encore cette question en suspens, nous avons des élèves. Ça va creuser les inégalités, en fait. Alors, justement, vous savez, la place des écrans a toujours été fustigée, en l'occurrence, parce que, et on le sait, et c'est une réalité, il y a des dangers réels, effectivement, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais tout d'un coup, on va un peu mélanger tout ça. C'est-à-dire que le numérique, on a pris un espèce de grand chamboulement général en disant on met tout dans le numérique, on fait un paquet, et puis après, on le jette. Or, on le sait, dans le numérique, il y a énormément de choses extrêmement positives. Est-ce que justement, comme vous le dites, prendre le risque de continuer à dire tout d'un coup que la place des écrans c'est mauvais, qu'il ne faut pas, etc. et tout, c'est tout d'un coup créer un fossé entre les jeunes et puis nous. Oui, et on perd du temps. On perd du temps. Mais parce que la vague du numérique est là, en fin de compte, la société de demain, elle se fera avec l'IA. Elle se fait, enfin déjà d'aujourd'hui, elle se fait avec le numérique et l'IA. Donc encore réfléchir sur ces questions-là, c'est ne pas réfléchir sur les questions essentielles. Comment forme-t-on aujourd'hui nos jeunes ? En fin de compte, nous devons envisager l'IA comme un outil complémentaire, un outil pédagogique complémentaire, et non pas un outil que l'on doit bannir. Il faut en faire un outil complémentaire. Pour cela, il faut apprendre aux élèves, il faut éduquer les élèves dans ce sens-là. Et il y a effectivement des compétences à développer, l'esprit critique. Alors, il y a la formation des élèves, mais il y a aussi la formation des enseignants. C'est ce que j'allais dire. Oui, forcément, va se jouer la question de la formation des enseignants, parce que en amont, déjà, nous-mêmes, on ne sait pas forcément s'en servir. Voilà. C'est quand même très récent. Donc, la question derrière tout ça, c'est justement comment on peut utiliser l'IA quand on est enseignant, qu'est-ce que ça peut apporter dans son métier, comme ça l'apporte pour chacun d'entre nous. Vous êtes journaliste, vous savez aussi que l'importance de l'IA dans le monde du journalisme est aussi très prégnante. Donc les questions aujourd'hui, c'est que les métiers changent et le métier d'enseignant change. Et donc il faut qu'on accompagne ces changements à travers l'ensemble des outils numériques. C'était les écrans hier, c'était la télévision dans les années 80, c'est l'IA aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit en capacité de pouvoir accompagner et renforcer la formation des enseignants sur tous ces enjeux-là. Et en ce sens, on a besoin. Et entre autres, la question que vous souleviez tout à l'heure, par exemple, sur l'évaluation va changer. Bien évidemment, IA et évaluation, c'est une vraie question aujourd'hui. Voilà, on parlait. Oui, c'est très important de comprendre effectivement vers où on va. Mais c'est les enseignants qui demain vont évaluer. Vous voyez, alors on leur intégrera dans un certain nombre de normes, mais c'est aussi leur méthode d'évaluation qui va être amenée à évoluer. Et donc il faut qu'on accompagne les enseignants dans ces évolutions-là. Parce que pourtant, la question en ce moment qui se pose quand même, et on le voit, et je l'entends de la part à la fois de la jeunesse et à la fois des profs, c'est que quand même, a priori, les élèves sont un peu plus formés que les enseignants eux-mêmes sur l'IA. Non, c'est pas un peu plus formé, je ne sais pas. Ouais. Ah oui, utilisateurs, oui, ça c'est sûr. D'accord. Vous pensez qu'ils sont plus formés? Non, mais honnêtement, mais formés à quoi en fait? Avec tout le respect que j'ai, et je n'ai pas besoin de le dire, les enseignants, mais c'est-à-dire qu'être formé à l'IA, c'est vraiment une formation spécifique. Est-ce qu'ils le font? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en effet, je rejoins totalement madame, c'est la question on a des usagers, et c'est vrai que les jeunes sont des gros usagers de l'ensemble des technologies numériques. D'ailleurs, c'est pas seulement lié à l'IA, c'est-à-dire c'est eux les premiers utilisateurs des réseaux sociaux par rapport à un enseignant. Bien évidemment, très souvent, le jeune va utiliser beaucoup plus le réseau social qu'un enseignant. Vous voyez, donc tout ça... Je reformule ma question, Jean-Marc Mérieux. Si on utilise davantage un outil, est-ce qu'on ne sait pas mieux s'en servir d'un moment que quelqu'un qui n'utilise pas du tout? Ah, évidemment. Ça se rejoint un peu quand même. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi l'intégrer dans une pratique professionnelle. J'entends. Si vous ne l'intégrez pas, un médecin demain, vous voyez, si on l'intègre pas, s'il ne l'intègre pas dans sa pratique professionnelle, il ne va pas spécialement s'intéresser au réseau social. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir quel type d'outil vient renforcer votre pratique professionnelle. Évidemment. Et il faut intégrer, d'ailleurs, c'est une des préconisations des institutions mondiales, c'est de dire aujourd'hui, il faut absolument enseigner l'IA et l'éthique aux jeunes.
C'est pas de bannir, c'est de dire ok, vous vous en servez, mais dans quel cadre? Il faut y mettre du cadre. Ils se forment par eux-mêmes, mais si on ne met pas de cadre ni de règles, c'est ce qu'on a fait avec les réseaux sociaux. Alors, on l'a vu tout est permis. Avec la réélection de Donald Trump, avec l'avènement d'Elon Musk, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec Zuckerberg et la fin du fact-checking. On a beaucoup parlé. Alors, est-ce que le fact-checking était réellement un fact-checking avant? C'est aussi une question qu'on peut se poser et qui forcément suscite un autre débat. On ne va peut-être pas le faire ici. Mais c'est quand même très intéressant de comprendre à quel point on ne peut pas non plus passer à côté d'un pan de la société et que c'est un vrai instrument aussi politique, idéologique. Oui, et d'influence. Et d'influence. Il faut être très clair. Et d'influence. Et ça influence le cerveau des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore ignoré. C'est une question transversale. Ce qui est ignoré, c'est le poids du numérique dans l'influence des cerveaux. Voilà, parce qu'on pense que regarder des réseaux sociaux, utiliser l'IA et faire ses devoirs avec, c'est anodin, ça fait pas de bruit, c'est facile. Pourtant, sur le terrain, nous, on voit, je vois sur les 15 ans que j'interviens, on voit l'évolution des jeunes par rapport aux réseaux sociaux et l'influence, l'impact que ça a. Parce que là, nous parlons de l'IA quand ils s'en servent pour faire leurs devoirs. Mais on a aussi également la création de faux contenus. Mais on a aussi la création de vidéos, de contenus préjudiciables. Et ils sont déjà confrontés à cela. Alors peut-être important effectivement de partir là-dessus aussi, sur cette idée qu'effectivement, peut-être que la pensée commune veut que quand on va sur ChatGPT par exemple, ou n'importe quelle autre application d'IA, on aurait une sorte de vérité qui viendrait s'inscrire. Déjà, premièrement, est-ce que c'est vrai d'un devoir qui serait fait par exemple historique, on aurait des faits? Est-ce que réellement les faits sont là? La deuxième chose, est-ce qu'il y aurait une influence qui pourrait être néfaste, négative, corrompue, fausse, donc des fausses informations qui pourraient se greffer sur l'IA? Parce que c'est important de le redire. Oui, il faut demander, de toute façon, il faut apprendre aux élèves à leur dire, demander que l'IA cite ses sources, par exemple. Oui, c'est des tas de petites recommandations. Après, quand vous posez la question à ChatGPT, parce que vous pouvez faire le test. Oui. Posez-lui donc la question. Beaucoup d'élèves font les devoirs avec ton aide. Qu'en penses-tu? Et il répond que c'est très bien, mais que ça doit être complémentaire, au risque de perdre leur esprit critique. Et qu'ils doivent, dans les recommandations, ils nomment notamment vérifier toutes les sources d'informations. Mais est-ce qu'ils les connaissent, les sources d'informations? Mais ce qui se passe, c'est que ChatGPT va vous donner quelque chose que vous avez envie d'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un contenu, c'est vous qui allez lui poser la question. Donc à un moment et au fur et à mesure, il va apprendre avec vous. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. Le chatbot, effectivement, c'est voilà. L'influence de la question qu'on va. Et donc du coup, il faut déjà savoir ce qu'on cherche. En fin de compte, c'est comme en maths. C'est comme des mathématiques. À un moment donné, si vous connaissez pas un peu la réponse que vous cherchez, vous n'allez pas trouver la réponse. Comme en journalisme. Voilà. Non, mais, vous voyez, c'est vraiment cette démarche, en fin de compte, qui est une démarche itérative. Donc ça reprend quand même des processus pédagogiques à la base. Et donc la question, en effet, et je rejoins totalement, vous pouvez demander à ChatGPT de pouvoir aller chercher les sources telles qu'il est, et là où il a été chercher l'information. Après, vous avez aussi, et c'est là, et là on revient aussi sur le métier de journalisme, très souvent on dit qu'il faut avoir 3 sources pour permettre de vérifier, minimum pour pouvoir vérifier l'information. Il faut qu'on ait et qu'on aussi inculque d'une certaine façon cette capacité d'investigation que doivent avoir chaque élève aujourd'hui. Et encore, 3 sources, tout dépend où on va chercher les sources. Voilà. Encore une fois, c'est un autre débat. Ça. Juste une petite dernière question, parce que le temps presse et pour autant c'est très intéressant, mais on le voit, l'IA devient un instrument réellement de puissance dans des pays comme la Chine ou les États-Unis ou même ailleurs évidemment. Est-ce qu'ils vont nettement plus enseigner son utilisation là-bas qu'ici, peut-être en Europe, mais en l'occurrence en France? Moi, je ne suis pas sûr. Non, je pense que en France, on a une capacité aussi à pouvoir faire que nous puissions là aussi apporter une vraie spécificité dans les enjeux tels qu'ils sont portés aujourd'hui par l'IA et à l'introduire dans nos enseignements. Après, il faut que qu'on y accorde plus de place qu'on y accorde aujourd'hui. Mais je pense qu'on aura une capacité à pouvoir, si on prend, en tout cas si on maîtrise ces enjeux-là, on aura une capacité de réflexion et d'analyse
qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des grands acteurs de l'IA qu'on n'aura pas une capacité à pouvoir éduquer nos élèves aux enjeux. Oui, je crois que l'enjeu essentiel est d'éduquer les élèves et pas de se poser la question en fait de savoir ce que font les autres pays, etc. Parce qu'on ne va pas parler de la Chine, parce que la Chine contrôle ce que regardent et font les jeunes Chinois. Donc oui, on n'a pas le même mode de contrôle. Donc déjà, le président chinois a dit que lui protégerait le cerveau des jeunes Chinois. Il le fait déjà. Donc voilà, on ne va pas parler de ça. Une deuxième protection qui est un peu particulière. Oui, le plus important, c'est que je crois que la France et l'Europe doivent se saisir de cela pour éduquer les cerveaux, notamment pour qu'ils sachent éduquer leurs algorithmes. Les jeunes doivent apprendre ça. Et c'est là où on a une part à jouer et non pas en avoir peur. Et ne pas se dire on va attendre d'avoir des géants du net. La course est folle, en fait. La course est folle et avec l'élection de Trump, elle s'accélère. Bah, tant mieux, il faut s'en saisir, au moins, c'est un élément déclencheur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Yasmine Bonneau, spécialiste éducation numérique, sur la vie en ligne des enfants, des ados et bien sûr des dangers d'Internet. Jean-Marc Mériot, directeur général de la mission laïque française. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause dans le Grand JT. On se retrouve évidemment tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Anna Ours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des opérations de Bibliothèques sans frontières en France. Bibliothèques sans frontières qui va à la rencontre des jeunes, et en l'occurrence là des jeunes footballeuses. On peut dire footballeuses ou footballeurs? Comment on dit? On dit les deux, puisqu'en l'occurrence on s'adresse bien aux deux et avec des discours un peu spécifiques. Spécifique, exactement. En tout cas, filles comme garçons, effectivement, mais jeunes qui pratiquent le football avec un nouveau programme d'éducation aux médias. Super malin, effectivement, d'aller toucher la jeunesse via le football. En fait, vous allez là où sont les jeunes, c'est ça? Oui, alors c'est toujours ce qu'on essaye de faire, d'être là où sont les gens de manière générale, et en particulier les personnes les plus vulnérables, puisque c'est la mission même de Bibliothèques sans frontières. Alors là, le parti pris qu'on a choisi, c'est de se dire...
sur ces sujets spécifiques d'éducation aux médias, à l'information, on a besoin de tiers de confiance. Bien sûr, c'est des sujets beaucoup traités à l'école par des enseignants qui sont des figures un peu d'autorité aussi pour les enfants, mais on a pris cette hypothèse que les éducateurs sportifs, en particulier, avaient une autre écoute aussi, et étaient écoutés peut-être parfois un peu mieux par les enfants et les jeunes. Et donc, c'était l'objet de ce projet pilote, puisque c'était une année de test cette année. Je suis contente qu'on en parle effectivement, les éducateurs, parce qu'ils ne sont pas oubliés dans le discours, mais souvent c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, du moins, et ils font un travail remarquable, à la fois dans le lien avec les parents et les enfants, et en même temps entre l'école justement et ces jeunes. Et en l'occurrence là, ils ont une façon, et vous le dites vous-même, une écoute différente et une façon peut-être de s'adresser aux jeunes différemment. C'est aussi ce qu'on cherche quand on fait une éducation aux médias, aussi vis-à-vis des jeunes qui finalement ont plutôt tout à nous apprendre, nous, génération, que finalement l'inverse. Ils connaissent beaucoup mieux les réseaux sociaux que nous, et pour autant, ils les utilisent souvent assez mal. Oui, ils les connaissent très bien, bien sûr. Ils en sont des utilisateurs, ils en sont aussi parfois des victimes. Ce qui est intéressant de travailler avec des éducateurs sportifs, c'est que souvent les éducateurs sportifs connaissent les parents, connaissent les familles, connaissent les frères, les sœurs, parce que c'est eux qui viennent aux entraînements, qu'on voit sur les tournois. Donc finalement, il y a un lien aux familles qui est vraiment, vraiment proche. Et c'est ça qui est très intéressant aussi quand on aborde ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui traversent les familles, c'est des sujets qui sont beaucoup discutés aussi entre frères et sœurs, entre frères et frères. Donc voilà, il y a un vrai intérêt à travailler à ce niveau-là. Un chiffre important, en fait un nombre même à noter, 91% des jeunes de 15 ans ne font pas la différence entre un fait et une opinion. À votre avis, est-ce que nous, médias, sommes responsables de ça? Est-ce que c'est la société qui veut ça? Les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait cette situation-là? La responsabilité, elle est évidemment partagée. Enfin, c'est un constat très grave. Là, on se parle c'est des chiffres PISA, il me semble, donc c'est au niveau européen. Oui, PISA qui date de 2019. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça n'a pas beaucoup évolué en 5 ans. Non, ça n'a pas évolué. Et bon, les récentes actualités nous prouvent que probablement même que ça a empiré. En tout cas, c'est un sujet de préoccupation qui doit être un sujet majeur, en fait. Il y a un besoin d'éducation à tous les âges. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes et des enfants, mais ce qu'on dit moins, c'est que souvent, les premiers transmetteurs de fake news, de fausses informations, ce sont plutôt les personnes âgées. Donc, j'insiste quand même sur... Pas quand vous dites personnes âgées, les adultes, en général. Les adultes et les personnes âgées. On se rend compte aussi les personnes âgées particulièrement. Et donc, il y a un sujet d'éducation à tous les âges. Alors là, en l'occurrence, vous proposez des ateliers qui sont destinés aux 8-14 ans. Évidemment, c'est ouvert, j'imagine, un peu plus large. Mais là, en l'occurrence, c'est 8-14 ans. Qui se déroulent, donc des ateliers qui se déroulent pendant les phases d'entraînement sur place. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que vous arrivez avec votre petite fiche d'éducation aux médias, avec un journal, avec des réseaux sociaux, et on se met sur le terrain et on bosse? C'est quoi? Oui, alors déjà, c'est un partenariat avec 2 clubs du 93 de Seine-Saint-Denis, le Red Star à Saint-Ouen et le CSM à Saint-Denis. On les salue, évidemment. Oui, qui font un formidable travail de terrain avec les jeunes et les familles. De terrain, c'est le cas de le dire, puisque, donc, en effet, nos médiatrices vont sur les sessions d'entraînement, mais tous les temps de la vie du club. Ça peut être des tournois, ça peut être les fêtes du club, et proposent des activités. Alors, les activités, elles sont de plusieurs types. Il y a des activités dites longues, c'est-à-dire sur toute la séance, et des activités plus courtes. Et chaque fois la proposition, et c'est là je pense que réside la dimension un peu innovante du projet, chaque fois la proposition c'est de mettre dans le jeu, donc en situation de foot, quoi, de session de foot, on se fait des passes, on fait un match, et d'adapter du coup les séances à la pratique du foot. D'accord, mais ça veut dire l'analyse critique d'une situation, de développer l'esprit critique par rapport à une information, une désinformation par rapport à une situation. Comment on met ça en œuvre? C'est-à-dire l'éducation aux médias et la séance de foot. Des exemples, je vais vous donner, c'est ce qui paraît. Par exemple, on a adapté un loup-garou. Vous savez, le jeu du loup-garou, voilà, le loup-garou d'Internet, à une situation de match. C'est-à-dire que donc des joueurs jouaient à leur poste habituel, et puis certains joueurs avaient un rôle particulier, le cyberharceleur, le scammer, le hacker, la victime. Et dans le match, en situation, ils devaient adopter donc des postures
Voilà, et donc être identifié par les autres joueurs. À toi, t'es plutôt ça, on débrief, mais pourquoi tu penses, ben oui, tu m'as fait ça. Donc voilà, c'est chaque fois, on va par exemple faire des escape games, donc des petites enquêtes, et comment ils vont récupérer les indices, dans des situations sportives. Donc, ils doivent se faire des passes, voilà, tirer au but. Et c'est ça qui déclenche qui déclenche les indices, qui déclenche donc la discussion sur des sujets. Voilà. Et alors, autre chiffre, 70% des 15-34 ans s'informent quotidiennement uniquement via les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est aussi développer d'autres sources d'information, ce que vous leur proposez? Oui, bien sûr. Bien sûr, on travaille énormément sur la question de la vérification des sources. D'ailleurs, dans les enquêtes qu'on fait, il y a beaucoup, on utilise beaucoup des panneaux avec des fausses images générées par IA et on les amène à se positionner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment tu peux identifier la source? Comment tu peux aller la chercher? Ça, c'est vraiment au cœur de notre accompagnement. Un kit pédagogique qui est disponible et qui a été développé donc par Bibliothèques sans frontières et qui est là et donc qui permet d'expérimenter effectivement toutes les facettes de l'éducation aux médias et qui est donc disponible en ligne sur le site, je l'imagine, et où on a vraiment les questions essentielles qu'on peut retrouver aussi pour des discussions en famille. Oui, absolument, et ça se veut extrêmement pratique, c'est-à-dire c'est des fiches d'activité, n'importe qui, c'est-à-dire en particulier des non-spécialistes, peuvent tout à fait s'en saisir et proposer comme ça des activités, et pourquoi pas en famille, bien sûr. Quel retour vous avez eu à la fois des jeunes et des entraîneurs ? Vraiment, c'est des très bons retours. C'est des très bons retours, notamment parce que on a vu très immédiatement que ça parlait dans le concret. Je vais donner un exemple. On a un petit, c'était au Red Star, qui a pu témoigner devant ses coéquipiers. Il a été sujet en fait à un cyberharcèlement, mais c'est parti de quelque chose tout à fait anodin, d'une story du club qui, où il se faisait, je crois, tacler sur un entraînement. Et en fait, il y a eu plein de commentaires, enfin on se parle d'un enfant, liés à ce poste. Et le petit, évidemment, en a beaucoup souffert. Il a même pensé à arrêter le football à cette occasion. Et donc, ça a été... ce qui marche le mieux dans ces cas-là, c'est le pair à pair, des jeunes qui témoignent auprès d'autres jeunes. Et ça a permis à l'entraîneur d'expliquer quelles conséquences ça a eu pour cet enfant. Quoi. Encore une fois, il y a le harcèlement, le cyberharcèlement, les liens entre les jeunes, mais aussi et toujours cette idée de développer l'esprit critique, de faire la différence entre un fait, une opinion, et aussi entre ce que pensent les parents et ce que pensent les enfants, de pouvoir justement se créer sa propre autonomie. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT, Anna Ours. Je rappelle que vous êtes directrice d'opération de BSF, Bibliothèques sans frontières en France. Merci à vous. Merci à vous. On va tout de suite retrouver la chronique de Emma Ferré. Vous avez décidé, Emma, dans votre chronique, de revenir sur deux mots qui agitent la classe politique, mais pas que, la société aussi, submersion migratoire. Attention, un concept évoqué par le Premier ministre François Bayrou. Oui, c'est deux mots qui peuvent coûter très cher. Par cher, on entend évidemment la censure qui pèse au-dessus de la tête de tous les nouveaux premiers ministres d'Emmanuel Macron. Alors pour la remise dans le contexte, il faut revenir une semaine en arrière. Donc lundi dernier, François Bayrou, le Premier ministre, était l'invité de LCI. Et face à Darius Rochebin, qui l'interrogeait sur la situation à Mayotte notamment, François Bayrou il affirme que les Français sont confrontés à un sentiment de submersion migratoire. Alors voilà, et que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une certaine proportion. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Voilà, ni une ni deux, les différents partis politiques réagissent, comme Yannick Jadot qui accuse le Premier ministre de reprendre des thèses d'extrême droite avec ces termes. J'ai trouvé ça indigne et lâche. Que François Bayrou, vous dites que c'est un raciste. Je dis qu'il reprend les discours racistes, parce que quand il parle de sentiment de submersion, il dit pas, parce qu'en fait la France est maintenant au niveau des pays de l'Est sur l'immigration. On est très loin de nos voisins. On en fait moins que tous les autres. Et ce qu'il dit, c'est ce sentiment de submersion. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans notre pays, c'est pas une question de flux. C'est qu'il y a trop de Noirs. Il y a trop d'Arabes. C'est ça qui dit aux Françaises et Français. 40% en Ile-de-France des médecins hospitaliers sont d'origine étrangère. Et il y a la moitié des aides à domicile. Et ce qu'il est en train il reprend
il capitule face à l'extrême droite. Et ça, c'est totalement irresponsable. Alors en quoi, Emma, ce virage à droite pourrait compter dans l'avenir du gouvernement? Parce qu'avec le nouvel organigramme politique, les députés PS se retrouvent dans une position décisive. Alors on le sait depuis quelques semaines, le NFP est un peu fragmenté. Le Parti socialiste se désolidarise de la France insoumise. Et par leur nombre, le PS, ils sont décisifs quant à la censure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout apprécié cette idée de submersion migratoire. En témoigne notamment la prise de parole de Boris Vallaud, le chef du groupe à l'Assemblée. De qui parlez-vous? De ces jeunes migrants devenus majeurs, privés de papiers alors qu'ils sont en apprentissage? De cette jeune Lyrie à Rouen? De ces femmes qui s'occupent de nos enfants, de nos parents? De celles et de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos crèches? Parlez-vous de ces hommes et de ces femmes dans les cuisines de nos restaurants, sur nos chantiers, dans nos usines, comme le rappelait le MEDEF ou la CPME? De ces travailleurs sans papier et qui pourtant, pour beaucoup, payent leurs impôts, payent leurs cotisations, payent nos retraites? De ces vies arrachées à leur pays, à leur famille, par les guerres, les persécutions ou la misère? Monsieur le Premier ministre, la question migratoire est une affaire trop sérieuse. Et elle était sérieuse pour les Français, pour s'en laisser dicter les termes par l'extrême droite. Et ce débat mérite mieux que cette funeste coalition de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme au prix de tous nos principes républicains. Une colère à gauche, on l'entend avec Boris Vallaud, qui aurait pu être évitée en n'allant pas tant à droite. Cet après-midi, le groupe socialiste s'est prononcé contre la censure, mais le verdict sera rendu dans 2 jours, mercredi. Mais alors ces termes, clairement, ont suscité l'ire. Au-delà du message, Emma, pourquoi? On ne va pas revenir sur le cheval de bataille de la lutte contre l'immigration. Là, évidemment, une bonne partie de l'échiquier politique, en partant du centre vers l'extrême droite, s'en saisit depuis des années. Moi, je vous propose de nous intéresser au mot submersion, voilà, parce que c'est bien celui-là qui agite tout. Alors, avant François Bayrou, il était vraiment ancré à l'extrême droite, et notamment associé à Jean-Marie Le Pen, qui l'affectionnait tout particulièrement. Encore en 2022, Jean-Marie Le Pen, il déclarait qu'il fallait se préserver du risque de submersion migratoire. Donc le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, il dit même que ce terme est aussi vieux que le Front National. Voilà, c'est dire. Et puis après, dans le journal Ouest France, pour rien gâcher, le journal rappelle que dans le programme présidentiel d'Éric Zemmour en 2022, il figurait cette ligne: mettre fin à la submersion migratoire qui menace la paix et la prospérité. Bon, voilà, donc submersion, c'est donc vraiment très de droite comme concept, et par définition, ça ne plaît pas à la classe politique de gauche. Alors, à propos de la réalité migratoire, est-ce que tout cela a un fondement? Oui, on va quitter un peu la rhétorique pour revenir à la réalité, car les différents membres du gouvernement ont sillonné les plateaux télé pour défendre leur chef, en s'appuyant sur un sondage en particulier, le sondage de l'opinion en direct piloté par l'Institut ELAB pour BFM TV et publié le 29 janvier. Selon ce sondage, 67% des Français jugent à titre personnel qu'il y a une submersion migratoire en France. Alors qu'en est-il de la réalité de cette fameuse submersion? Je rappelle que les chiffres de l'INSEE, c'est les données les plus fiables à ce sujet. Je vous laisse écouter le démographe et historien Hervé Lebras. Il est grand expert donc de ce sujet et c'est encore lui qui en parle le mieux. Il était l'invité de France Inter vendredi dernier. Le Premier ministre, comme d'ailleurs tous les politiques, ils les ont sous la main, sous les yeux. C'est-à-dire, il suffit d'aller, je vais vous donner juste la recette pour avoir des faits. Vous allez sur le site, vous tapez INSEE, vous arrivez sur le site de l'INSEE, vous tapez immigré, vous avez tout de suite apparaît une liste, vous prenez le premier fichier qui apparaît sur la liste, le premier titre qui s'appelle d'ailleurs l'essentiel sur les immigrés et les étrangers. Vous avez un ensemble de tableaux qui vous donne un portrait de ce qu'on sait de la situation. Comment sait-on cette situation en France? Chaque année, l'INSEE fait des enquêtes de recensement. Les enquêtes de recensement, c'est 8 millions d'habitants à peu près. C'est pas une petite enquête genre 1000 personnes ou 2000 personnes. Et l'INSEE compte, c'est un vrai recensement sur ces 8 millions, et compte combien il y a d'immigrés de telle et telle origine, combien il y a d'actifs, de cadres, enfin tout ce que faut un recensement. Et quels sont les chiffres? C'est depuis 2006, et là, c'est là que ça devient important. Dressez le tableau parce que je vais vous donner juste déjà la polémique. Non, s'il y a une polémique, c'est-à-dire qu'on disqualifie l'INSEE, c'est-à-dire on disqualifie 6500 agents, dont une grande partie sont soit issus d'une très grande école qui s'appelle l'ENSAE ou de l'école polytechnique. Moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on met en face de cela? Mais surtout, je voudrais quand même juste donner les 2 chiffres. En 2006, l'INSEE compte 5,1 millions
d'immigrés. En 2023, qui est le dernier chiffre, l'INSEE en a compté 7,3. Vous me disiez, c'est beaucoup plus. Oui. C'est beaucoup plus, ça fait 2,2 millions de plus. Mais sur 17 ans, si vous divisez 2,2 millions par 17 ans, ça fait 125 000 par an. Donc le vrai chiffre, absolument exact, c'est chaque année, depuis 2006, en moyenne, on a 125 000 immigrés de plus. C'est ça qui est important. Ensuite, on peut dire c'est trop, on peut dire c'est pas assez, on peut dire c'est pas les bons immigrés, mais on doit partir de là. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler de submersion. Voilà le démographe Hervé Lebras qui, comme beaucoup d'autres experts, regrette que François Bayrou se soit appuyé sur un sentiment, l'idée du ressenti de cette submersion, plutôt que sur la réalité des chiffres. Et pour finir, on va donner un mot sur Mayotte quand même, qui sans le vouloir se retrouve au cœur d'un nouveau débat sur l'immigration. Et entre nous, dans cette chronique, puisqu'on parle des termes, c'est aussi légèrement maladroit de parler d'un phénomène de submersion à propos d'une île récemment victime d'un cyclone et dont les habitants peinent à sortir la tête de l'eau. Oui, c'est vrai que c'est bien vu ça. Merci beaucoup Emma. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Peggy Vicomte, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Femmes at Numérique. Alors justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Femmes at Numérique, est-ce que vous voulez bien nous expliquer tout ce que vous faites? Parce que vous en faites des choses pour ce domaine. Exactement. Il faut absolument pouvoir attirer les jeunes filles, les jeunes garçons, mais en ce qui nous concerne, les jeunes filles, vers les métiers du numérique. Femmes at Numérique, c'est une fondation. C'est une fondation qui a été créée en 2018 d'une manière collective, puisque c'est aussi bien des organisations professionnelles comme le CIGREF ou Numéum que des associations qui œuvrent pour la parité ou pour l'attractivité des numériques, l'attractivité des métiers du numérique qui l'ont fondée. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, ça part d'un constat d'échec. En 2018, mais maintenant la situation n'est pas beaucoup mieux malheureusement. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain, dans les territoires, et toutes ces actions sont très pertinentes. Mais au niveau national, il n'y a pas de changement dans les chiffres. Vous l'avez dit, 17% seulement de femmes qui travaillent dans les fonctions numériques, à peine 6% de jeunes filles qui sont en études supérieures dans les formations du numérique. Et en fait, c'est à peine 3% de lycéennes qui étudient l'informatique ou le numérique au lycée. Donc on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faudrait plus de 130 ans pour atteindre la parité. Parce qu'on progresse de moins de 1% par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc notre fondation est vraiment, elle est présidée aujourd'hui par Elisabeth Moreno, ancienne ministre à l'égalité femmes-hommes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir fédérer l'ensemble de l'écosystème. On va en reparler, je suppose, mais les écoles, les établissements d'enseignement supérieur, les universités, les entreprises, et puis surtout tout l'écosystème associatif qui travaille vraiment dur à ce sujet. La directrice fondatrice de l'ONG Les Orchidées Rouges, vous êtes également conférencière internationale et vous êtes aussi entrepreneuse. Quel retentissement, quel écho, que représente pour vous ce 6 février, cette journée internationale contre les mutilations, décidément, j'ai du mal à dire, mutilations génitales féminines? Pour moi, le 6 février représente une journée très importante puisqu'elle est internationale et cela permet de mettre l'excision au cœur des discussions et de visibiliser une cause qui est très invisibilisée et qui est assez tabou en France et partout dans le monde. Donc c'est très bien de commémorer le 6 février parce que c'est ce jour-là qu'on peut mobiliser des actrices et des acteurs qui ne se mobilisent pas les autres jours de l'année. J'en profite pour dire que le 6 février, c'est très bien, mais tous les jours de l'année doivent être des 6 février parce que tous les jours, des petites filles sont mutilées dans le monde, donc il ne faut pas attendre uniquement ce jour-là pour se sentir concerné ou pour agir contre les mutilations sexuelles féminines. Il ne faut pas non plus attendre que ce jour-là. Pour en parler, nous devons en parler tous les jours parce que ce fléau est très grave et il est répandu partout dans le monde. Irritation, c'est peut-être le mot le plus adéquat parce que je me rends compte avec le temps de ma pratique et l'expérience, donc ça fait quoi, une bonne quarantaine d'années que je rencontre des familles et des enfants, et en particulier des petits-enfants. Je me rends compte que de plus en plus, il y a une espèce de bruit assourdissant autour de cette idée de comment bien éduquer ses enfants et plus encore, comment devenir des parents parfaits. Et qu'on trouve partout
mais à longueur de jour, des tas et des tas de recettes qui vont vous donner la clé pour trouver ce nirvana parental. Et ça, c'est un peu compliqué parce que si depuis le temps, on avait trouvé la recette pour éduquer le mieux possible ces enfants, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Patrick Benzoussan, on a toujours élevé les enfants sous le regard de sa famille, sous le regard de ses amis, sous le regard de la société, sous le regard d'un certain nombre de normes, notamment religieuses. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez vous-même vu changer en 40 ans? Eh bien, le monde est un village aujourd'hui. Hein. C'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est tout ce qui fait que 24 heures sur 24, vous pouvez questionner, participer à un forum, trouver des informations et surtout être dans des instances de comparaison incessantes. C'est-à-dire que vous avez des tas... Ça, dans votre cabinet, vous l'avez entendu, vous l'avez senti, oui, des parents... voilà, il y a 20 ans, vous n'aurez rien dit et qui aujourd'hui vous disent ça va pas du tout. Ouais, et qui disent, mais alors le mien, il ne fait pas comme celui que j'ai vu l'autre jour sur le compte Amstramgram, Polygram de telle personne et c'est pas aussi extraordinaire et donc du coup, ce que je fais, c'est pas bien et je culpabilise et je burn out et je charge mentale et au bout du compte, les parents n'en peuvent plus, quoi. Et le problème, il vient d'où? Parce que je comprends tout à fait ce que vous me dites et le constat qui est fait, et qui est effarant d'ailleurs. Malgré tout, est-ce que c'est un problème culturel? Parce qu'il y a une baisse du nombre de femmes dans ces métiers du numérique et plus particulièrement de la technologie depuis les années 80. Et malgré tout, la technologie elle ne cesse de se diversifier, de se réinventer, d'être de plus en plus omniprésente dans notre vie. On est toujours 50% de l'humanité, nous, en tant que femmes. Et malgré tout, ça baisse. Alors comment on explique ces chiffres? Est-ce que c'est un sujet culturel, de représentation? Je ne sais pas, moi, dans les films, dans les séries télévisées, on ne voit pas de femmes derrière des ordinateurs. Oui, vous avez raison. C'est ça? Vous avez raison. Il y a un problème culturel, alors qui n'existe pas que en France, même si en France, on est mauvais élèves sur ce sujet-là, particulier. Donc, un problème de représentation. Des rôles modèles. On a, par exemple, si je vous parle de Sam Altman. Oui, vous allez le fondateur de ChatGPT. ChatGPT. Ouais. Bon, en réalité... Sam Altman, il a une cofondatrice qui s'appelle Mura Mirati. Tout à fait. Qui était la CTO et qui, le Financial Times dit, en fait, c'est elle qui a créé ChatGPT. Et en réalité, dans notre connaissance de ChatGPT, on retient Sam Altman. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, notre sujet. C'est de se dire, aujourd'hui, il y a une invisibilisation des femmes de la tech, alors c'est dans d'autres sujets également, hein. Là on est sur les sujets d'égalité on pourrait en faire des émissions tous les jours. Exactement. Ouais. Et donc, mais là, c'est vraiment très prégnant. On a invisibilisé Margaret Hamilton, qui était dans l'histoire une pionnière en la matière. Donc, et pourtant, je crois que c'est à peine, je crois que c'est 2% de femmes sur Wikipédia qui sont recensées. Donc ça, là aussi, il y a un peu de travail à faire. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce sujet-là de représentation. À la Fondation, on a vraiment 3 grandes priorités. Et la visibilité des femmes et la mise en lumière des rôles modèles, pas que sur une présentation PowerPoint, mais dans les médias, sur scène, dans les conférences. C'est ça, vraiment, c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui en France pour y arriver. Vous a poussé à fonder en 2017 Orchidée Rouge? Alors, c'est mon histoire personnelle qui m'a poussée à fonder les Orchidées Rouges. Moi, j'ai été victime de mutilation sexuelle féminine à l'âge de 9 ans. Ça a eu des conséquences graves sur ma vie de femme adulte. Et puis, en 2016, j'ai décidé de me reconstruire parce que j'en avais marre de vivre à moitié parce que je n'avais pas confiance en moi, je n'osais pas faire certaines choses, je faisais des mauvais choix aussi à cause des conséquences de cette mutilation. Donc à un moment donné, je vais avoir un déclic et me dire que je ne veux pas que l'excision détermine la suite de mon avenir. Je ne veux pas que l'excision me définisse et je ne veux surtout pas que l'excision ait le dernier mot sur mon existence. Donc en 2016, je vais décider de me reconstruire et je vais m'apercevoir que dans ma région en Nouvelle-Aquitaine, qu'il n'y avait pas d'association de lutte contre ces violences, il n'y avait pas non plus de centre de reconstruction. Je vais devoir me rendre en région parisienne et même là-bas, ce que je vais constater, c'est qu'il y avait certes des structures, mais ça restait des structures hospitalo-centrées qui proposaient une chirurgie, alors que les conséquences sont au-delà de l'aspect médical et physique.
Après avoir bénéficié de la chirurgie réparatrice en région parisienne, je vais décider rapidement de créer une association pour militer activement et contribuer à l'éradication de ces violences, pour que ce que moi j'ai subi ne puisse pas arriver à d'autres petites filles, mais aussi pour proposer des solutions de reconstruction innovantes et globales qui vont au-delà de l'aspect chirurgical. On éduque sous l'œil du politique, et vous soulevez un paradoxe dès le début de l'ouvrage, qui est de dire les voix de gauche parlent aux riches, les voix de droite s'adressent aux populations à risque. Oui, bien vous sûr. expliquez ça. Non, mais on se retrouve beaucoup. Vous savez, il y a eu toute cette mouvance autour des questions des émeutes, par exemple, à l'été 2023. C'est la faute aux parents. Et voilà. Et la conclusion, c'était, mais les parents ne sont pas assez responsables. Il y a eu de grands ténors, autant au niveau des ministres de la Justice que de l'Intérieur, pour dire c'est pas possible, tenez vos enfants. Enfin, quelque chose qui renvoyait à cette idée que si les enfants étaient comme ça, c'était bien sûr les parents qui en étaient les plus coupables. Donc là, on est dans les voix de droite qui s'adressent aux populations à risque. Les voix de gauche qui s'adressent aux plus riches, c'est cette idée que l'éducation dite positive, qui a beaucoup progressé dans un certain nombre d'univers, finalement, ça touche une minorité de personnes, c'est ça? Bien sûr, il y a un protocole très boboisant de cette histoire de la parentalité positive, qui demande d'ailleurs aux parents du temps de façon phénoménale, quoi. On a l'impression que ça s'adresse essentiellement à un petit quartier parisien ou plus marseillais, puisque moi je suis plutôt de ce côté de la France. Et l'idée c'est vous allez vous y arriver parce que bien sûr vous allez tout faire pour ça. Donc vous allez trouver des bons ateliers, donner ce qu'il faut à manger à vos enfants, leur permettre de sortir, de s'aérer, etc. Il faut des ressources à la fois culturelles, économiques, des ressources en temps absolument considérables. Bien entendu. Et donc ça, c'est pas duplicable. C'est un vrai déni, en fait, de tout ce qui fait la contextualisation sociale, culturelle et éducative des gens. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. On se retrouve demain. Bonne soirée. Ciao.